Voilà, c'est pas loin. C'était quelqu'un de bien, mon frère. C'était vraiment quelqu'un de bien. Moi, ici, en 96, j'ai fait une promesse que je mettrais tout en œuvre pour le venger. Et si j'arrivais pas à le venger, au moins à trouver pourquoi il était à cet endroit. Alors qu'il devrait être de l'autre côté, dans les bois. Voilà où on a chassé toute notre vie. Et voilà où il est en ce moment. Je pense qu'on tient le bon bout pour tenir cette promesse que je lui ai faite il y a 27 ans. Christophe Douard, 28 ans, un chasseur émérite, enfant du pays, a été découvert décapité dans un fossé de l'Allier le matin de Noël 1995. Sa tête ne sera jamais retrouvée. Ce cold case aurait pu rester une énigme judiciaire, mais il vient de connaître un incroyable rebondissement, avec pour la première fois une personne mise en examen. Un proche de Christophe Douard, jusque-là jamais soupçonné. C'est quoi ce bébé là? Viens là, Maya, viens. Olivier est le dernier à avoir vu son frère vivant. Bébé, ça. Le 16 décembre, Christophe vient chez lui pour une soirée foot. Pataya. Quand il est arrivé chez moi, vers 20h, on regarde le multiplex tranquillement avec deux paires d'amis. Et lui n'est pas très loquace dans la soirée. Par contre, au moment de partir, je mets tout le monde dehors. Et je vois, malheureusement, mon frère qui veut me dire quelque chose. Et il peut pas le faire parce que moi, je suis pas disponible à ce moment-là. À 23h30, Christophe repart au volant de sa voiture. Il regagne sa maison, où il vit avec sa femme Maria. Elle dit ne pas l'avoir entendu rentrer. Et le lendemain matin, il n'est pas là. Inquiète, elle appelle Olivier. Au moment où je reçois le coup de fil, je sais que c'est très grave. Je sais que c'est très grave parce que jamais j'ai vu mon frère découcher et il était fou de sa femme et il n'est certainement pas parti avec une autre. Au petit matin, Christophe devait rejoindre ses amis pour la traditionnelle partie de chasse du dimanche. Un rendez-vous qu'il ne manquerait pour rien au monde. Mais il n'est pas là. Sa voiture, une R18 comme celle-ci, est mystérieusement retrouvée sur ce parking, avec à l'intérieur son fusil de chasse dont il ne se sépare jamais. Le siège conducteur est reculé au maximum, alors que Christophe Douard ne mesure qu'1,63 m. 9 jours après sa disparition, le matin de Noël, Christophe Douard est retrouvé mort dans ce fossé, en tenue de chasse. Il a été décapité. Il y a une botte à la place de sa tête qui a été soigneusement tranchée à l'aide d'un instrument de chasse ou de boucherie. Son corps a été entièrement vidé de son sang. Ça, c'est nous quand on est enfant. On a une dizaine d'années. La photo, elle est très très vieille. Hein. Olivier et Christophe ont été élevés comme des jumeaux. Ils n'ont que 16 mois d'écart. Ils ont grandi dans cette maison du Vernet, un village de 1000 âmes, où la plupart des habitants s'adonnent à la chasse dans les montagnes bourbonnaises. Christophe rencontre celle qui va devenir sa femme, Maria, au bal du village. Ils ont 15 ans. Ils se marient 4 ans plus tard sous la pression du père de Maria, car la jeune femme est enceinte. Elle travaille dans une entreprise laitière, lui dans l'agroalimentaire. Personne ne lui connaît d'ennemis. Qui pouvait donc en vouloir à ce point à Christophe Douard? Les enquêteurs privilégient rapidement la piste d'un règlement de compte entre chasseurs. La mère de Christophe est une personnalité, une figure influente du monde de la chasse. Elle acquiert tout de suite une conviction sur l'auteur du meurtre, qu'elle partage avec son avocate, maître Gloria Spiega. Elle va désigner certaines personnes en disant oui, celui-ci, il a une très mauvaise influence sur mon fils le suit partout. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un suspect qui va être identifié. Dans les années 90, dans le milieu de la chasse du Vernet, les rivalités sont vives. La thèse du conflit entre chasseurs n'a aucun mal à infuser.
Ici, dans chaque famille ou presque, il y a au moins un chasseur. À l'époque, 2 associations se partagent les territoires de chasse. La première est présidée par la mère de la victime. L'autre société de chasse est dirigée par Dominique Maillet. Les 2 groupes sont rivaux. Ils ne partagent pas la même philosophie de la chasse. Dans le village, Dominique Maillet et ses amis ont mauvaise réputation. D'après la rumeur, le groupe de Dominique Maillet serait donc ce que l'on appelle des viandards. Une insulte dans le milieu de la chasse. Viandard, ça veut dire qu'on est là pour tuer et puis manger de la viande et même en faire un commerce à la limite. D'après les oui-dire, j'en ferai un commerce. Du braconnage, quoi. De braconnage. Mais cette réputation-là, elle vient surtout de la société du Vernet. Hein. Elle est venue de là, elle n'est pas venue d'ailleurs. Hein. Depuis plusieurs années, Christophe est le coéquipier de Dominique Maillet. Mais ces derniers temps, les 2 hommes sont en bisbille, car Christophe songe à réintégrer la société de chasse de sa mère. Les gendarmes s'intéressent de près à Dominique Maillet, un homme au fort caractère, décrit par certains comme sournois. Je suppose qu'à l'époque, tout le monde m'a chargé. J'avais un gros 4x4 et c'est ce qui dérangeait beaucoup de monde. Je m'approchais plus près du gibier, alors que beaucoup de gens à l'époque, ils avaient des Renault Express en 2 roues, des petites Helena. C'est tout de la jalousie. Je pouvais mettre 2 cochons en travers sur le capot de mon 4x4 et puis un sur la porte arrière. Je laissais la porte arrière ouverte et dessus. Et ça, c'était pour les narguer, pour leur faire voir que moi, j'étais quand même un chasseur. Fait troublant, 2 jours avant la disparition, Dominique Maillet aurait volé la chienne de chasse préférée de Christophe. Un témoin l'aurait aperçu dans son 4x4. Il est placé en garde à vue pour le meurtre de Christophe Douard, qu'il nie farouchement. Mais il avoue le vol de la chienne. J'ai voulu contrarier Christophe et lui donner une leçon. Des aveux passés selon lui sous la contrainte. Ils se sont acharnés sur moi. Au bout d'un moment, vous savez, vous bourrez tellement le mot que vous savez même plus où c'est que vous en êtes. Mais si les gendarmes avaient été bien à l'époque, ils auraient dû regarder mon 4x4. Parce que l'autre, pour voir la chienne dans le 4x4, il ne pouvait pas la voir. Fermé sur les côtés et fermé entièrement derrière. Malgré ce que tout le monde peut dire, on ne se disputait pas. Le week-end avant, je l'avais invité à la Guerche, à la chasse. On s'est bien entendu. Je lui ai dit, je peux prendre ta chienne. Il me dit oui, tu peux prendre la chienne. Et il savait très bien qu'elle était chez moi, la chienne. Les gendarmes ne le croient pas et échafaudent un scénario. Après la soirée foot passée chez son frère, Christophe Douard enfile sa tenue de chasse et se rend chez Dominique Maillet pour récupérer sa chienne. Une dispute aurait éclaté entre les 2 hommes et Dominique Maillet aurait tué Christophe Douard. Il devient le suspect numéro 1 et dans la région, tous le surnomment Quick Quick, le coupeur de tête. Ah oui, moi, ça a gâché ma vie. Quand on tue une oie, un truc comme ça, on fait Quick Quick, on lui coupe la tête. Je suppose que c'est venu de là. Mais il y en a toujours qui disent, tiens, c'est Quick Quick qui passe. Et ça, je voudrais que ça s'arrête. Placé 2 fois en garde à vue, Dominique Maillet est à chaque fois relâché faute de preuves. Les gendarmes s'intéressent alors à un autre homme, Gilles, un carrossier, ami d'enfance de Christophe, et à une étrange transaction financière. Le chasseur lui aurait versé 3 000 francs quelques jours avant sa disparition. Gilles explique aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un acompte pour l'achat d'un 4x4 que Christophe voulait faire repeindre. Les gendarmes sont venus, c'est du petit fixe du bord de la route qui m'interviewait à l'époque. Hein. Alors, franchement, nul. Hein. Nul. Les questions à 10 mètres, complètement à côté de la plaque, les questions et tout, parce que j'y ai quand même été 14 fois. Hein. Ouais. Ils m'ont traité quand même de merde. Hein. Fallait que je rende mes 3 000 francs. Mais j'ai dit non. J'ai dit la peinture, moi, c'est pas gratuit. La main-d'œuvre et tout, ça va pas là. J'ai jamais voulu. Et là, ils me font signer dans l'entrée mon acte de barbarie. Mais ils sont cintrés. Il y avait l'autre, le moustachu et tout. Et tu vas voir, quand tu seras aux assises. Et j'ai dit, tu vois pas qu'ils me mettent 30 ans, là, des fois qu'ils font une erreur ou n'importe quoi. 5 ans après le drame, aucune personne n'est mise en examen et 2 non-lieux sont prononcés. L'affaire Christophe Douard aurait pu finir dans les oubliettes du palais de justice. Mais en 2020, le nouveau procureur Éric Neveu relance les investigations. Une cellule de 15 gendarmes est discrètement mise en place.
Il faut faire le tri entre les rumeurs qui prospèrent depuis 27 ans sur ce dossier et la réalité de ce qu'est ce dossier. Force est de constater que sur l'ensemble des pistes qui ont été envisagées, une seule a permis de recueillir des indices graves et concordants de culpabilité qui concernaient la veuve de M. Douard. Maria, l'épouse discrète, n'avait jusque-là jamais été soupçonnée. Peu de temps après le drame, elle a quitté la région pour s'installer dans ce village de Haute-Loire avec son nouveau mari. Elle a eu 2 autres enfants et travaille à la cantine de ce lycée. Pour confirmer cette piste, le procureur ordonne en avril dernier l'exhumation du corps de Christophe Douard afin de prélever son ADN. La famille est convoquée pour donner son accord et Maria signe à contre-cœur. À ce moment-là, mon ex-belle-sœur dit qu'elle a autre chose à faire que de venir signer des papiers comme ça, parce qu'elle travaille et elle en a marre, elle a autre chose à faire que de passer les journées dans le tribunal pour signer des papiers comme ça. Donc je regarde le juge, je me regarde, on ne comprend pas ce qui se passe. En dehors du tribunal, j'attends ma belle-sœur et mon neveu. Et à ce moment-là, je me prends la tête avec eux parce que je leur demande ce qui se passe. Et eux, ils disent que j'ai pas remué toute cette merde et je comprends pas, puisque moi, de toute ma vie, je me suis jamais pris la tête avec ma belle-sœur et je me suis jamais pris la tête avec mon neveu. Maria sent-elle que l'étau se resserre autour d'elle, 27 ans après les faits. Sur les vêtements de chasse de Christophe Douard, qui avaient été placés sous scellé, un autre ADN est identifié, celui de Maria. Il est mêlé au sang de son mari. Le 30 juin dernier, après 48 heures de garde à vue, elle est mise en examen et incarcérée. Le 29 juin, j'apprends par mon avocat que dans cette procédure, il y a quelqu'un qui est gardé à vue. Donc là, je suis euphorique, en fait. Et je retombe du toit 3 heures après parce que mon avocat me rappelle en me disant que c'est ma belle-sœur qui est gardée à vue. Et là, je peine à réaliser ce qui se passe parce que pendant 25 ans, j'ai mis toutes les hypothèses en route dans ma tête et celle-ci était complètement écartée de ma tête parce qu'elle ne pouvait pas le faire avec son enfant, pas de véhicule, sa fragilité physique, sa corpulence, c'était pas possible. Pourtant, Olivier savait que le couple battait de l'aile depuis des années. Les derniers mois, Christophe, ici à l'image, passait son temps à la chasse. Il rentrait souvent ivre et aurait même frappé Maria. Il s'était confié à son ami Gilles. Violent, pas en serrant le poing. Mais oui, des gifles, oui, je pense. Ouais. Voilà. Avec l'alcool aidant, bien sûr. Il m'a dit, Gilles, il faut que j'y calme, parce que je risque de perdre ma femme. 2 ans avant le meurtre, Maria engage une procédure de divorce qu'elle suspend, car Christophe accepte de soigner son addiction. Mais il replonge rapidement. 15 jours avant sa disparition, sous, il aurait vomi sur la banquette de la voiture. Une dispute aurait éclaté au sein du couple. Le lendemain au travail, Maria dissimule ses bleus au visage. Ces éléments pourtant présents dans le dossier il y a 27 ans n'ont pas retenu l'attention des enquêteurs. À l'époque, une gifle, c'était pas considéré comme de la violence conjugale. Je pense que ça n'a pas éveillé non plus les enquêteurs, parce que considérant que c'était presque un contexte usuel, un fonctionnement qui était toléré en tout cas à cette époque. Il y a un autre événement qui aurait pu orienter les enquêteurs sur la piste conjugale et qui intervient le jour même de la disparition de Christophe. Quand il est arrivé chez moi, vers 20h, il m'a dit, je lui ai dit, mais t'es pas avec Maria et le gamin? Et il m'a dit, arrête, j'ai failli pas venir non plus, j'ai failli mourir. Elle a échappé le séchoir dans la salle de bain, dans la baignoire pendant que j'étais en l'eau. Je dis, mais et comment t'as fait? Il dit, j'ai eu de la chance, les plombs ont sauté. Est-ce que c'était un acte 1 raté ou est-ce que c'est vraiment un accident? En tout cas, si on part sur ce scénario,
On est sur quelque chose de peut-être prémédité, lié sur fond de violence conjugale, où c'est un peu le désespoir, le dernier acte qu'elle pense pouvoir faire pour se libérer de cette violence. Et elle en vient à cet acte extraordinaire qui est de prendre la vie à quelqu'un. Aujourd'hui, un nouveau scénario se dessine. Après la tentative du sèche-cheveux, Maria aurait attendu le retour de son mari pour le tuer. Elle l'aurait ensuite décapité, avant de l'habiller en tenue de chasse et de le jeter dans ce fossé pour aiguiller les enquêteurs sur la piste des chasseurs. Mais lors de sa garde à vue, Maria nie tout en bloc et déclare « Vous me saoulez, vous me rabâchez les mêmes choses. Vous me mettez la tête comme un Mickey. » Pour l'avocat de Maria, maître Canis, la justice s'est emballée pour trouver un coupable 27 ans après les faits. Des femmes qui tuent leur mari parce qu'elles sont battues. On connaît, il y a eu plein d'affaires. C'est quoi ? C'est la femme qui prend un fusil parce qu'elle est excédée et qui tire. C'est la femme qui prend un couteau parce qu'elle est excédée et qu'elle le tue. C'est jamais un crime réfléchi et organisé comme celui qu'on veut lui reprocher. Jamais. La femme battue, elle réagit instinctivement au moment où elle n'en peut plus. Elle n'organise pas un crime. Donc il faudrait que certains réfléchissent à tout ça. Aujourd'hui, c'est une femme détruite, sans aucune raison. Personne dans son entourage familial ne peut imaginer Maria impliquée dans ce crime. Nous avons pu joindre son frère par téléphone. On l'a retrouvée, elle a une botte à place à tête. Pour moi, c'est plutôt une vengeance. On veut montrer quelque chose et je vois pas ma soeur faire ça. C'est aux enquêteurs de voir autre chose parce que là, je pense qu'ils sont en train de faire une petite erreur. Ils sont en train de lui gâcher sa vie, en fait. Je pense, ouais. Apparemment, ils n'ont pas de preuves vraiment concrètes. Alors, Les progrès de la science ont permis de révéler que la tenue que portait Christophe Douard lors de la soirée foot chez son frère était gorgée de sang. Des traces d'hémoglobine ont également été retrouvées sur ses mocassins. Malgré l'absence d'aveu, la reine des preuves, le procureur reste confiant. Et j'ai l'intime conviction aujourd'hui que la mise en examen est complètement justifiée. 27 ans après, on peut imaginer aussi le poids du secret de cette femme qui, pendant autant de temps, plus d'un quart de siècle, en fait, a conservé des choses abominables au fond d'elle-même, mais qui n'est pas encore prête, on va dire, à livrer toute l'histoire et tous les secrets qu'elle garde au fond d'elle-même. Laissons faire le temps, l'instruction, elle est là pour ça aussi. Et moi, je crois encore au miracle. Reste une question. Maria aurait-elle agi seule ou aurait-elle été aidée par un complice ? Avait-elle à l'époque un amant ? Gilles a sa petite idée et se souvient de cette soirée, 4 jours après la disparition de Christophe. J'ai vu Maria se faire réconforter par quelqu'un, mais un bisou dans le cou, et ça m'a beaucoup choqué. Ça m'a dit, oh, on réconforte, on braque. Mais c'est tout. On fait pas... Un troisième ADN masculin inconnu, retrouvé sur les vêtements de Christophe Douard, est en cours d'analyse. Peut-être celui d'un complice. Pour connaître toute la vérité, Olivier espère les aveux de sa belle-sœur. Il faut juste que Maria prenne conscience que pour ses enfants à elle, et seulement pour ses enfants à elle, ça sera très important qu'elle dise la vérité. Qu'elle se soulage et qu'elle dise la vérité, rien que pour ses enfants à elle. Et surtout pour le fils de mon frère. Le nombre de fois où je l'ai serré dans mes bras, et j'ai cherché l'assassin de mon frère pendant 27 ans, et je l'avais dans mes bras pendant des dizaines et des dizaines de fois. Je peux vous promettre que ça me fait mal. Libérée sous contrôle judiciaire, Maria doit prochainement être entendue par le juge d'instruction. Une audition qui pourrait livrer la clé du mystère du chasseur décapité.